Une augmentation record de la taxe foncière qui pose de nombreuses questions sur la gestion financière de la mairie de Paris. On en parle avec Pierre-Yves Bournazel. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes conseiller de Paris Horizon. Qu'est-ce que vous pensez de la justification apportée par Anne Hidalgo qui nous donne presque des leçons de gestion financière ? Je suis très étonné parce que Mme Hidalgo avait promis pendant sa campagne municipale de ne pas augmenter les impôts. Et cette promesse, elle l'a réitérée en mars 2022 devant le Conseil de Paris en disant « je tiendrai mes engagements parce que je suis une femme de parole ». Or, quelques mois plus tard, elle a décidé d'augmenter la taxe foncière pour une simple et bonne raison, c'est qu'elle n'a pas le courage, avec sa majorité municipale, de diminuer le train de vie, l'hôtel de ville et de faire des réformes structurelles. Elle dit que Paris n'est pas endetté. Ce n'est pas vrai. Paris est très endetté. C'était 1 milliard d'euros en 2001. D'endettement, c'était 4 milliards en 2014, c'est aujourd'hui 8 milliards d'euros. Donc, depuis qu'elle est maire de Paris, elle a doublé l'endettement. La mairie de Paris n'a cessé de s'endetter. N'a cessé de s'endetter, et je dirais que c'est vraiment terrible pour les Parisiennes et les Parisiens, parce que c'est un endettement qui ne leur bénéficie pas. Parce qu'on pourrait se dire, on est endetté, mais on a une vie qui s'améliore. Oui, ce sont les investissements qui portent, entre guillemets, la qualité de vie, par exemple. Bien sûr. Alors, il y a des choses qui sont faites et qui sont très bien. Il ne faut pas être sectaire, et heureusement. Mais enfin, la propreté, c'est ni fait ni à faire. La gestion des travaux, c'est une catastrophe à Paris, malheureusement. La tranquillité publique, il y a beaucoup à faire. Je ne parle pas des équipements sportifs, culturels ou les écoles où il y a des retards de travaux. Donc, on voit bien qu'on a une ville qui est malheureusement pas bien gérée. On fait payer aux Parisiennes et aux Parisiens cette mauvaise gestion et l'endettement, ce n'est pas acceptable. J'ai porté au Conseil de Paris, je réitère ces propositions dans le débat public, une diminution du train de vie, l'hôtel de ville. Je propose à Mme Hidalgo d'avoir le courage de ne pas remplacer un fonctionnaire sur toit dans la technostructure. Elle a multiplié le nombre de fonctionnaires, de hauts fonctionnaires, dans les sous-directions qu'elle a démultipliées. De manière injustifiée, si on vous écoute. Ça crée de la bureaucratie. Moi, je suis pour la simplification. Ça permettrait de réaliser 35 millions d'euros d'économies sur une mandature. Je propose un grand plan de lutte contre l'absentéisme à Paris. J'ai travaillé avec des experts et des Parisiennes et des Parisiens. L'absentéisme, ça coûte 160 millions d'euros aux contribuables parisiens chaque année. Je propose un grand plan pour lutter contre l'absentéisme, remotiver le personnel parisien, le remettre sur des tâches prioritaires du quotidien, comme la tranquillité, la propreté, la petite enfance, et faire en sorte de faire des économies. Il y a une forme de défiance quand il y a un absentéisme aussi important. Mais bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire en fait ? Mais au fond, il manque un cap à cette ville. Il manque une vision. C'est quoi Paris, le Grand Paris, dans 10 ou 20 ans ? Il nous faut une stratégie. Il nous faut rassembler les Parisiennes et les Parisiens, leur redonner la fierté de Paris, du Grand Paris. C'est ça qui manque. C'est un pilote dans l'avion, comme l'était d'ailleurs Bertrand Delanoë, comme l'était avant Jacques Chirac. On reviendra, si vous le voulez bien, sur vos autres propositions tout à l'heure. J'aimerais m'arrêter une seconde sur cette augmentation de la taxe foncière qui n'est pas de 52%, mais de 62% de hausse. Si on écoute Pierre Lissia, notamment, qui nous l'avait très bien expliqué sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France la semaine dernière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement, Pierre, ce que vous nous aviez expliqué ? En fait, la ville de Paris a augmenté la taxe foncière de 62%, sauf que l'assiette de calcul de l'impôt a elle-même augmenté de 7%. Et en fait, si on additionne, même si ce sont des pourcentages qu'on ne peut pas additionner, mais in fine, le contribuable parisien voit une augmentation de plus de 62%. Et c'est ça qui compte, c'est ce qu'on voit finalement. Et c'est ce qui. Mais la ville savait très bien, quand elle prend la décision d'augmenter de 62%, elle sait très bien que l'assiette de l'impôt va augmenter. Par ailleurs, quand la ville de Paris dit que Paris a l'une des taxes foncières les plus basses de France. C'est vrai que c'est un des verbatims qu'on a beaucoup entendu de la part de la mairie de Paris. Oui, mais à la fois, c'est vrai parce qu'effectivement, en termes de taux, c'est l'un des plus bas, on est autour de 20%, sauf qu'en termes de valeur absolue, de ce que payent les contribuables, à partir du moment où le calcul de l'impôt se fait sur les valeurs locatives cadastrales, on a à Paris des loyers qui sont extrêmement élevés, beaucoup et donc plus in fine, 20% de beaucoup, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, ça fait toujours beaucoup. Il a raison, d'autant plus que vous savez que la plupart des appartements qui sont achetés aujourd'hui par les Parisiennes et les Parisiens, ils appartiennent à leur banque, parce que les gens empruntent pour 15 ans, pour 20 ans. Ils se sont endettés dans une ville qui est très chère et on leur explique maintenant avec des conditions aujourd'hui d'obtention de prêts qui sont de plus en plus violentes. Et donc c'est aussi un frein à l'attractivité pour que les classes moyennes investissent. Un nouveau frein à l'attractivité en plus sur l'achat, parce qu'on savait qu'ils étaient déjà très nombreux auparavant. C'est une hausse très importante qui impacte directement les Franciliens. Pourtant, quand on écoute Anne Hidalgo, c'est l'État qui vide les poches des collectivités et non la mairie de Paris qui finalement gère mal ses comptes. Est-ce que c'est une manière de se dédouaner ? Est-ce que c'est assez dangereux finalement comme discours ? J'entends ça depuis que je suis élu d'opposition. Anne Hidalgo et sa majorité municipale disent que c'est toujours la faute de l'État. Quand on est maire, d'abord, il faut savoir travailler avec les autres. Avec l'État, avec la région, avec les autres collectivités et puis avec les partenaires.
Et Madame Hidalgo et sa majorité sont fâchés avec tout le monde. Ils sont fâchés avec l'État, ils sont fâchés avec la région, ils sont fâchés avec les autres collectivités, ils sont fâchés avec le monde de l'entreprise. Souvent, il y a des conflits avec le monde associatif. Regardez tous les recours, toutes les contestations qu'il y a à Paris. Donc, mais elle explique que les montants perçus par la mairie de Paris n'ont cessé de baisser. La réponse qu'on lui administre, c'est qu'en réalité, les recettes ont augmenté de la mairie de Paris. Je défendrai toujours Paris. Je suis un élu de Paris, j'aime Paris, donc je défendrai toujours Paris et il faut créer du rapport de force avec l'État, ça il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas faire reporter à l'État ses propres carences. L'endettement a doublé, je l'ai rappelé tout à l'heure, et cet endettement a doublé parce qu'ils sont incapables de maîtriser la dépense publique de fonctionnement. Il faut remettre de l'ordre dans les comptes de la gestion de la ville de Paris, dans l'intérêt des Parisiennes et des Parisiens, parce que moi je suis favorable à ce que demain, en faisant cette économie sur le train de ville, hôtel de ville, j'ai chiffré toutes mes propositions qui n'ont d'ailleurs pas été contestées par Mme Hidalgo, c'est 1 milliard d'euros d'économie sur une mandature. Ça permettrait de lutter contre l'endettement, de désendetter Paris, de ne pas augmenter les impôts des Parisiennes et des Parisiens et de stabiliser la situation. Et d'investir, parce qu'aujourd'hui, on va fragiliser les marges de manœuvre d'investissement. Lutte contre le réchauffement climatique, gestion du quotidien, j'en parlais tout à l'heure, la propreté, la tranquillité, nos écoles, nos équipements sportifs, nos bibliothèques. Voilà, on a besoin. Mais comme ça, dit comme ça, et vous m'excuserez, ça n'a aucune connotation péjorative, mais ça a l'air d'être des propositions toutes simples. D'investir dans l'école, d'investir dans la propreté d'une ville. Pourquoi est-ce que ce n'est pas aussi évident? Pour pouvoir le faire, eh bien, il faut avoir d'abord une stratégie et un cap pour cette ville. Mais vous pensez qu'ils n'en ont aucune? Il faut avoir une bonne méthode de gouvernance, ça manque aussi. Au plus près du terrain, on est vraiment dans une gestion très lointaine, très verticale, on le voit bien. Et puis surtout, il faut se donner les moyens financiers. Et pour se donner les moyens financiers, il faut faire des économies. Je suis le seul, malheureusement, et mon groupe, à porter cette vision de diminution du train de ville hôtel de ville, de faire des réformes structurelles fortes d'1 milliard d'euros sur une mandature, parce que quand on fait des propositions et quand on prend des engagements, il faut dire comment on les finance. Est-ce que justement, si on continue sur... Vous parlez de train de vie de l'hôtel de ville, il y a une connotation derrière aussi un petit peu de manière de dépenser l'argent qui serait un petit peu irresponsable. Est-ce qu'on risque, vous nous en aviez dit un mot, Pierre Licia, la semaine dernière, une mise sous tutelle budgétaire finalement de la mairie de Paris si on continue comme ça? Moi, je ne le souhaite pas. Parce que justement, j'aime Paris, je suis élu de Paris, donc je défendrai toujours la libre administration des collectivités locales et de Paris. Donc, on a les moyens d'éviter ça. Donc, mettons en œuvre des propositions. Je vous en donne une autre. Je vous en ai donné quelques-unes tout à l'heure, des propositions. Moi, je suis favorable à la suppression de la flotte automobile de la ville de Paris, qui coûte 23 millions d'euros aujourd'hui aux contribuables. À quoi elle sert cette flotte automobile? Pour les élus et les hauts fonctionnaires. On nous explique en permanence qu'il faut prendre les transports en commun, et ils ont bien raison, je suis pour, qu'il faut développer le vélo. Je suis pour et je vote tous les projets qui vont dans ce sens. Il faut se l'appliquer à soi-même. Mais il faut se l'appliquer à soi-même, et puis à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Il faut quand même qu'on se réforme, et c'est des propositions que je porte avec constance et cohérence depuis de nombreuses années. C'est écolo en plus. C'est écolo et c'est économique. Si on écoute Rachida Dati, la mairie de Paris est dans une situation d'irrégularité, voire d'illégalité. Elle parle d'un déficit qui est interdit par la loi, finalement. Est-ce que, finalement, l'opposition cristallise ses reproches sur cet élément en particulier, plutôt que de faire des propositions, comme vous le faites, sur la réduction du train de ville, l'hôtel de ville? Moi, je pense qu'une opposition, c'est fait pour travailler. Nous bossons. Nous essayons de faire des propositions que nous construisons avec les Parisiennes et les Parisiens chaque jour sur le terrain et avec des experts. Moi, je ne suis pas là pour faire un référendum pour ou contre Mme Hidalgo. Je suis là pour préparer l'avenir de Paris, du Grand Paris, l'avenir des Parisiennes et des Parisiens. Je ne mène pas une opposition frontale et totale. Ça n'a aucun intérêt. J'essaye de travailler et d'amener des propositions constructives pour montrer que demain, en responsabilité, nous serions capables de faire différemment et d'obtenir des résultats pour les Parisiennes et les Parisiens. C'est ça qui compte. Parce que parler d'illégalité, non, c'est pas illégal ce qu'elle fait Mme Hidalgo. C'est pas vrai. C'est irresponsable. Mais c'est irresponsable et c'est obérer l'avenir des finances publiques et de faire peser sur les générations futures le soin de prendre des décisions plus difficiles. C'est ça l'endettement, parce qu'elle utilise en fait l'emprunt, Mme Hidalgo. Et ça, ça ne peut pas durer. Elle propose une solution qui est un petit peu particulière et je pense qu'elle ne va pas vous plaire. En tout cas, elle ne permettra pas de résoudre le problème dans sa globalité. C'est d'augmenter la taxe de séjour, de jouer sur le pourcentage de la taxe de séjour, de l'indexer finalement sur les montants des nuitées notamment. Elle prenait un exemple d'un palace parisien. Mais ça, je ne suis pas contre à titre personnel. Ça peut être dans le débat. Je pense qu'il y a des efforts qui peuvent... Mais est-ce que présenter cet exemple-là comme une solution, ça a du sens? Mais non, ça n'a pas de sens. Ça nous paraît complètement incroyable quand on l'écoute. C'est-à-dire qu'il suffirait d'augmenter la taxe de séjour sur les nuitées, en effet pour que ça ne repose plus sur les Parisiens, et on comprend bien ce qu'elle veut dire par là, pour résoudre l'ensemble du problème. Non, ça ne résoudra pas l'ensemble du problème. La seule solution durable et efficace, c'est d'avoir des propositions très concrètes, opérationnelles et financées de diminution du train de ville, hôtel de ville et des réformes structurelles.
pour avoir moins de fonctionnaires dans la technostructure, lutter contre l'absentéisme et puis faire en sorte de supprimer la flotte automobile, je viens d'en parler, de la ville de Paris, mais aussi supprimer le journal papier qui coûte 2,7 millions d'euros sur une mandature que personne ne lit. Donc ça serait écologique. Attention à ce que vous dites ici quand même. Vous êtes personne ne lit le journal de Paris de Madame Hidalgo. Ah, le journal de Paris. Oui, de la ville de Paris. Vous m'avez fait peur. Je suis pour la suppression des jetons pour les élus dans les conseils d'administration des sociétés d'économiques de la ville de Paris. On économiserait là aussi 2,3 millions d'euros. C'est comme ça, en additionnant ces réformes-là, que l'on peut être efficace ensuite. On espère qu'ils vont vous écouter et qu'ils vont lire les réformes que vous proposez pour, je le souhaite. Pour réduire le train de vie de l'hôtel de ville. Est-ce que vous êtes inquiet pour les Jeux Olympiques qui arrivent, puisqu'on sait que ça va impliquer de très fortes dépenses et c'est normal, des investissements très forts aussi. Est-ce que la mairie de Paris a les reins assez solides pour accueillir un événement comme les Jeux Olympiques? Bon, les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un immense événement. Moi, je suis pour que ça fonctionne, parce que c'est l'image de Paris, c'est l'image du Grand Paris, c'est l'image de la France. Moi, je suis un modeste élu d'opposition municipale, donc je pose un certain nombre de questions. Notamment, je souhaite que sur la sécurité, toutes les garanties soient données. Ça, c'est le travail de l'État avec la ville de Paris. Je souhaite que les engagements qui ont été pris, parce que j'ai bien suivi ce dossier à l'époque à la région Île-de-France, les engagements qui ont été pris par la ville de Paris soient tenus, notamment en matière de limite des dépenses budgétaires. Ça a été plutôt bien conçu au départ, avec le monde sportif, Tony Estanguet, avec l'ensemble des partenaires, pour faire en sorte d'utiliser plutôt les équipements qui existent déjà et faire en sorte de ne pas beaucoup investir. Maintenant, il faut que ça soit tenu jusqu'au bout et nous serons extrêmement vigilants dans l'opposition municipale à ce que chaque denier public soit utilement image possible de Paris, dépensé. Voilà. Merci beaucoup, Pierre-Yves Bournazel.